Bonjour et bienvenue sur cet épisode du Sideline. Aujourd'hui, sur le Sideline, on reçoit Dr Sophie Motard. Dr Motard est chirurgienne orthopédiste spécialisée en oncologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi porte-parole pour la Fondation Pascal T. Lafontaine. Elle est fondatrice du réseau Sarcome Québec en collaboration avec le CUSUM et le CHUL. Puis, vous l'avez probablement déjà vu dans The Garde 24/7 et elle a fait aussi son apparition dans Terry Fox à Aujourd'hui, le reportage. Donc aujourd'hui, on s'est entretenu sur les cancers du système musculo-squelettique et son impact sur la fonction et sur la pratique sportive. C'est vraiment intéressant. Ouais. Alors, bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour, Dr Motard. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline. Aujourd'hui, on veut parler de différentes choses. Un sujet qui peut être un petit peu lourd. On veut parler de cancer et sport. Donc, on va commencer avec peut-être une brève présentation de vous. Pouvez-vous nous parler de votre background? Okay. Merci, Dr No, de m'avoir invité. Merci, Karine. C'est vraiment super le fun d'être ici. Fait qu'en fait, j'ai fait... Là, tu veux que je recommence où? À mon enfance? Qu'est-ce que je faisais? Pas nécessairement, mais tu sais, un peu ton parcours scolaire. Tu sais, les gens qui nous écoutent, dans le fond, ils aiment savoir le background de nos on va commencer au secondaire, hein? Parce qu'avant ça, fait que je suis née de parents, en fait, une infirmière et un psychiatre. Fait que ça explique beaucoup de choses dans mon parcours. Tout mon parcours en a été déteint par la suite. Mais j'ai fait mon secondaire au Collège Mont-Saint-Louis. Ça, c'est important parce que j'ai une bonne anecdote à vous raconter que j'ai adorée. Puis après ça, j'ai fait un bac en sciences biomédicales à l'université. J'ai fait mon cégep à Bois-de-Boulogne. Et j'ai joué au volleyball, en fait, tout mon secondaire et mon université en partie. Et qui a été, en fait, rempli d'embûches de blessures sportives. Fait que, Dr No, vous allez être contente de savoir que j'ai passé à travers des embûches. Et après ça, j'ai fait mon cours de médecine à l'Université de Montréal. J'étais allée j'ai parfait ma formation, fait un fellowship sur spécialisation en Angleterre. Puis après ça, je suis revenue. Et j'ai enseigné, dont à Dr No. Super. C'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui, Dr No. Fait que dans le fond, ce parcours-là est super logique parce quand on va en orthopédie, souvent les gens ont un background de sport. Tu sais, tout le monde a fait quelque chose dans son passé, un sport d'assez haut niveau. Donc, étant dans les carabins, ça concorde avec le profil. Ouais. Mais souvent, on choisit l'orthopédie parce que l'orthopédie, il y a un problème, on fait une chirurgie et on règle le problème. C'est concret, oui. Puis c'est comme assez positif en général. Oui. Puis, là, le choix de l'onco, ça vient de où? Ça vient de très loin. En fait, je pourrais parler pendant des heures de temps, mais en fait, je voulais même pas faire de l'oncologie. Fait que la première chose que je voudrais dire aux jeunes, c'est des fois, le parcours est rempli d'opportunités que vous attendez jamais dans le champ gauche. Puis, c'est arrivé, en fait, entre autres, à cause de mes blessures. Fait que c'est pour ça que je voulais t'en parler tantôt. Fait que quand j'étais au secondaire, j'ai eu une rupture de croisée antérieure. Je me suis fait opérer comme tous les athlètes. Puis, tu as l'impression que ta vie est finie. Puis, tu te mets en boule, tu te mets à pleurer. Puis, ton parcours est fini. Mais tu te réalises que une fois que tu es blessé, il y a peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à toi. Et là, pendant mon cégep, j'ai joué aussi. Et malheureusement, j'ai redéchiré mon croisé avec une déchirure méniscale en anse de saut. Fait que j'ai été opérée. Finalement, j'ai été opérée 8 fois dans le genou gauche. Maintenant, j'ai 46 ans. Je suis à ma 8e chirurgie. Puis, mon genou va pas super bien. Fait que je vais juste vous le dire. Mais tout ça a amené quelque chose de positif. Parce que si ça avait été de mon parcours qui n'a pas été, en fait, chamboulé par les blessures, je serais probablement partie aux États-Unis, en fait. Fait que quand j'ai fait mon parcours universitaire, j'ai fait mon bac en biomédical, j'étais encore capable de jouer. Puis, dans les années 90, ce que vous savez pas, c'est que l'université était pas vraiment prête à financer le sport d'élite. Donc, en 96, il y a eu une espèce de gros putsch à l'université où il y avait une tendance à pas financer le sport d'élite, mais favoriser vraiment le sport de tous. Donc, je faisais partie des carabins avec la natation, mais il y avait plus de carabins football, en passant. Et tous mes collègues sont partis aux États-Unis parce qu'on avait gagné le tournoi. On avait
avait gagné, pas l'universitaire, mais on avait gagné le collégial. Fait que tous mes chums de l'équipe ont eu des bourses pour aller aux États-Unis et j'avais eu une bourse pour aller à l'Université de Houston. Et là, je me suis dit, je pars-tu pas? C'était en 96, pendant les Olympiques d'Atlanta. Et le problème, c'est que ma bourse était pour l'Université de Houston et j'étais encore blessée. Et le deal qu'il me faisait, c'est que j'embarquais pas sur la bourse la première année, que je complétais ma réhabilitation, puis après ça, je jouais pour l'équipe pendant 4 ans. J'avais 5 ans d'éligibilité, puis je pouvais rester une année supplémentaire, être assistant coach, puis payer toutes mes études à ce moment-là. Et là, le problème, c'est que je commençais à vouloir aller en médecine. J'étais encore blessée. J'avais pas le 25 000 US que ça coûtait en sachant pas si j'allais embarquer sur la bourse l'année d'après. J'ai décidé de rester, faire mon bac de biomédical. Et dans le fond, j'ai bien fait parce que la médecine m'intéressait de plus en plus. Puis je savais que je voulais performer vraiment à mon bac parce que je voulais rentrer en médecine. Puis si j'étais partie à l'Université de Houston, à l'Université de Houston, il n'y a pas de faculté de médecine. Donc, j'aurais fait ma maîtrise là-bas. Puis probablement que soit que j'aurais rencontré quelqu'un là-bas ou soit que je me serais dit trop âgée pour recommencer un parcours médical, revenir ici. Fait que dans le fond, c'est un peu à cause de ma décision, à cause de ma blessure que j'ai décidé de rester puis de rentrer en médecine. Puis dans le fond, je ne le regrette pas. Puis l'oncologie, c'est drôle parce que quand j'ai décidé de rentrer en médecine, Pierre Ranger, qui m'a opéré à peu près 4-5 fois, je le voyais de temps en temps en suivi pour mon croisé qui a reconstruit. Puis il dit « Ah, qu'est-ce que tu fais, motard? » Puis je dis « Je m'en vais en médecine, tu sais, pour venir travailler avec toi. » Parce que mon objectif, c'était de faire de la médecine sportive. Fait que finalement, il trouvait ça bien drôle. Puis finalement, je suis rentrée en médecine. Puis je l'ai revu après. Puis il dit « Ah, moteur, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « J'applique en ortho pour venir travailler avec toi. » Puis il était là « Ah oui, ha, 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 tape dans le dos comme Pierre sait bien le faire. » Finalement, je suis rentrée en orthopédie. Fait que pour lui, j'allais prendre sa pratique. J'allais, tu sais, prendre sa pratique de médecine sportive. Puis c'est là-dedans que je m'orientais. Et finalement, quand j'ai commencé à faire des stages dans le temps avec Robert Turcotte et Marc Isler, que j'ai rencontré des patients de mon âge, en fait, qui avaient des sarcomes, là, tu te mets à relativiser beaucoup les choses. Tu sais, tu te dis, OK, la vie, c'est pas juste le volleyball, la vie, c'est pas juste le sport, il y a d'autres choses. Et là, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui, la vie a été complètement chamboulée jeunes. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose en arrière de ça. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'est que non seulement, oui, c'est concret comme en orthopédie, comme tu parlais tantôt, mais chaque patient arrive avec des tumeurs différentes à des endroits différents. Puis il y a le côté très artistique de mes parents. Mon père était psychiatre assez flyé. Ma mère a fait ses beaux-arts avant de faire sa technique d'infirmière. Fait que j'avais ce type de côté artistique-là où je voulais aider, mais pas juste avec la même chirurgie tout le temps. Donc, ça combinait un peu l'esprit d'entraide que mon père m'avait légué, l'esprit artistique de ma mère, puis en plus de réaliser que la vie, c'est pas juste le sport, il y a d'autres choses aussi. Oui, le sport peut s'intégrer, mais la vie n'arrête pas quand tu as une déchirure méniscale. Et plus j'avançais dans mon parcours, moins j'avais de facilité à m'identifier aux sportifs, en fait, parce que je trouvais que, justement, il n'y avait pas accès à cette réalité haute-là. Puis, tu sais, quand on est sport d'élite, on est tout le temps dans une espèce de vision tunnel à la performance. Puis, on tasse de côté plein d'autres opportunités, en fait, qui s'offrent à nous parce qu'on veut performer à tout prix, on veut s'en aller avec la tête baissée directement à essayer d'aller au plus loin de nos capacités physiques. Puis, finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement d'autres choses dans la vie que la performance physique. Donc, à la fin de ma résidence, quand j'ai découvert l'oncologie, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis, mon but, c'était de dédramatiser, en fait, cette espèce de changement de cheminement-là. Donc, d'un cheminement de sportif athlète go à, OK, là, j'ai un cancer. Peut-être que je serais pas capable de retourner à mes performances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Fait que, dans le fond, mes blessures, quand je regarde en arrière, je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur à faire de l'oncologie. C'est vraiment intéressant parce qu'on a reçu plein d'athlètes sur le sideline, puis souvent on parle de justement détour, tu sais, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, parce que c'est jamais comme on part d'un point A au point B, il y a toujours quelque chose qui arrive dans le parcours d'un athlète.
Puis, c'est ce que je dis souvent à mes patients. Souvent, c'est une occasion de se remettre en question, de penser à son futur. Est-ce que c'est encore ça que je veux faire, etc. Fait que ça, c'est un vraiment bel exemple de... Puis de prendre une pause, parce qu'on n'a jamais de pause. Tu sais, ta saison morte, c'est un mois, tu recommences, tu as tout le temps des entraînements à faire. Puis on est drillé pour être organisé au quart de tour, puis de prendre une position de recul quand tu es blessé, que ce soit pour un cancer ou une autre blessure sportive. Ça arrive dans toutes les carrières, mais c'est là où vraiment ça touche, je pense, l'esprit. Puis de tous les patients que j'ai eus, j'ai opéré des patients qui étaient des gros joueurs de hockey, qui étaient des gros joueurs de soccer, qui performaient beaucoup, qui sont pas revenus à leur niveau avant, mais qui là font du coaching, qui là font... j'ai une jeune patineuse artistique que j'ai remplacé l'humérus au complet pour un gros sarcome des wings. C'est rendu à recommencer à faire du patinage artistique avec son attel. Elle est splendide, puis elle est rendue notre porte-parole pour la Fondation Charles Bruno, puis elle nous organise des rallyes pour accumuler de l'argent. Fait que chaque patient que j'ai rencontré dans le cheminement sportif, le endpoint a été positif. Malheureusement, il y en a beaucoup qui décèdent de leur maladie, mais quand les patients survivent à leur maladie puis qu'ils regardent le cheminement qu'ils ont fait, souvent, ça prend une tournure positive dans leur vie, at the end of the day. Puis peut-être juste, si on retourne en arrière, parce que là, t'as dit des mots, là, genre sarcome des wings, des choses comme ça. Excusez. C'est quoi les cancers qui touchent le système musculo-squelettique? C'est quoi en fait, les sarcomes, c'est donc dans les cancers en général que vous connaissez, il y a ce qu'on appelle les carcinomes, ça c'est le cancer du sein. Fait que ma tante Armande qui a eu son cancer du sein qui est allé dans les os, ben ça s'appelle un carcinome. C'est pas ça du tout. Les sarcomes, c'est 1% des cancers de l'adulte, 15% des cancers pédiatriques. Puis c'est un cancer qui commence dans un os ou un muscle. Donc, ça affecte directement le système musculo-squelettique. Et la sorte de sarcome, quand tu regardes la classification, il y en a à peu près 110 sous-types. Donc, c'est 1%, mais il y en a énormément de variabilité. Et dépendamment quel tissu le cancer va produire, il va avoir un nom particulier. Donc, un ostéosarcome, c'est un sarcome, un cancer qui produit de l'os. Un chondrosarcome, c'est un sarcome qui produit de la matrice cartilagineuse. Un léiomyosarcome, c'est un sarcome qui produit des cellules musculaires lisses. Et ces sarcomes-là peuvent être du bout des cheveux au bout des orteils. Donc, c'est pour ça, comme chirurgien, il faut que je m'adapte complètement parce que la seule chose que j'opère pas, c'est tout ce qui est dans le cœur puis dans le cerveau. Mais le reste, on fait vraiment tout. Donc, c'est vraiment très variable. Puis malheureusement, le sarcome peut être dans n'importe quelle partie du corps. Donc, c'est pas juste comme le cancer du sein qui se met dans le cancer du sein ou le cancer du côlon qui est dans le côlon. Parce que dans notre corps, on a des cellules qui n'ont pas encore de différenciation à une cellule de peau, une cellule de foie. On appelle ça des cellules totipotentes. Et c'est dans ces cellules-là qu'il y a une mutation. Et le cancer va commencer à cet endroit-là. Mais des cellules totipotentes, on en a dans le body au complet. Donc, mon sarcome, il peut commencer du bout des doigts au bout des orteils. Fait que c'est pour ça que chaque cancer va amener, en fait, chaque sarcome va amener un handicap particulier chez un athlète. Fait que dépendamment c'est où, ben, il va falloir qu'il adapte sa carrière d'athlète en fonction de... Puis, tu sais, tantôt, vous avez parlé là, de quand que vous êtes allé dans vos stages d'orthopédie, là, vous avez vu les jeunes. Est-ce qu'il y avait un certain type de sarcome que vous voyez qui était plus récurrent chez les... Ben, en fait, chez les jeunes, c'est beaucoup les sarcomes osseux. Fait que ça change beaucoup. Donc, chez les jeunes en bas de 20 ans, c'est souvent les sarcomes qui affectent les os. Donc, on appelle ça les ostéosarcomes ou d'autres types de cancers comme le sarcome des wings qui affectent vraiment les os. Où là, on a une chirurgie vraiment mécanique osseuse à faire. 20% sont dans les tissus mous. Donc, n'importe quel muscle, en fait, du corps peut avoir un sarcome. Chez l'adulte, c'est le contraire. Donc, chez l'adulte, on a majoritairement des sarcomes des tissus mous dans 80% du temps. Puis 20% sont des sarcomes osseux parce qu'il y a comme un deuxième pic, en fait, de sarcomes osseux vers 60-65 ans. Mais chez les jeunes, donc, ce sont des grosses chirurgies avec des grosses séquelles mécaniques habituellement qu'on fait. Dans le fond, chez les jeunes, c'est là que vous avez plus tendance à avoir amputé ou pas nécessairement? Pas du tout. Fait que les amputations, là, ça, c'est une fausse conception. Arrayez ça! C'est vraiment à peu près même pas 1 à 2% qu'on fait des amputations. Chez 90% des gens, on est capable de faire ce qu'on appelle des limb salvage, donc sauver le membre, parce qu'on est capable maintenant, soit avec des prothèses, soit avec des reconstructions biologiques, de refaire, en fait, un membre. Donc, enlever une partie, que ce soit du genou, de la hanche, et de reconstruire avec des prothèses.
Donc, c'est pas comme des prothèses de personnes âgées où est-ce qu'on fait juste enlever la surface de la jointure, mais on est capable d'enlever énormément d'os. Sauf que ça donne des prothèses qu'on appelle des prothèses massives qui permettent aux jeunes de faire des activités, mais les grosses activités intenses, genre ski acrobatique, course, triathlon, habituellement, ils sont pas capables de recommencer à courir aussi vite qu'avant. Donc, souvent, il y a une adaptation du potentiel, puis c'est pas des prothèses non plus qui peuvent subir des chocs immenses, tu sais. Fait que le joueur, pas le joueur, mais le gars qui fait du BMX, ben malheureusement, sa prothèse massive, si elle se brise, ben c'est des prothèses qui valent entre 30 et 80 000 $ la prothèse que les patients n'ont pas à payer. Puis même des fois, c'est plus que ça quand ce sont des prothèses qui s'allongent, en fait, chez les jeunes. Donc, c'est des prothèses, des fois, qu'on met dans une résonance magnétique et le membre peut s'allonger, en fait, de façon minimalement invasive. Fait que c'est toutes des choses qu'on fait. J'ai un peu de la misère avec... Est-ce que vous pouvez comme imaginer c'est quoi la prothèse que vous parlez? Parce que c'est quoi? Mettons que tu as une tumeur dans ton fémur de 20 cm, ben, je vais t'enlever ton 20 cm de fémur puis je vais le remplacer par une prothèse massive. Donc, du métal, en fait. C'est comme un fémur en métal. C'est comme un fémur en métal ou un tibia en métal ou un numérus en métal. OK. Puis... Fait que c'est ce qui fait en sorte que dans le parcours d'un sportif, quand ça arrive, ben souvent, il y a une adaptation parce que ce soit dans les tissus mous ou osseux, souvent, ben il y a une reconstruction. Quand on a une reconstruction faite par prothèse, ben souvent, les gens qui font des grosses activités avec impact haute vélocité ne peuvent pas retourner à leur activité. Mais j'ai des jeunes, comme j'ai opéré un jeune il n'y a pas longtemps, Félix, extraordinaire, on a remplacé son fémur par une prothèse massive. Il faisait du sport de compétition secondaire au soccer, au futsal, mais là, il coach, il arbitre. C'est un des arbitres les plus prolifiques dans la ligue au secondaire. Fait qu'il est capable de tout faire, sauf il n'est pas capable de tomber, il n'est pas capable de chuter, il n'est pas capable d'avoir d'impact. Donc, on l'a enlevé de son milieu de haute performance, mais il reste dans le coaching. Fait qu'il a pris en charge l'équipe des jeunes de son secondaire, puis là, il arbitre partout dans la ligue. Fait qu'il y a comme une réorientation, mais s'ils continuent à vouloir être impliqués dans leur sport, il y a toujours une façon qu'on trouve pour les réintégrer. Puis est-ce qu'il y a des sports qui sont plus compatibles, par exemple, avec ce genre de grosse chirurgie-là? Bien, ça dépend, Marilyn, parce que ça dépend un peu où est le handicap, c'est quoi le sport qu'il faisait. Tu sais, quelqu'un au niveau du membre inférieur, peut-être il va pouvoir retourner à de la natation, mais quelqu'un qui fait de la course, puis c'est un membre supérieur, il va pouvoir recommencer. Fait que ça dépend un peu du sport, de la personne et de ce qu'on a comme handicap à la fin de la chirurgie. C'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, oui. Mais je me demandais, mettons, un handicap comme ça qui se voit pas, est-ce que le patient est quand même considéré comme handicap puis il peut aller vers les sports comme, mettons, paralympique, il peut quand même se rêver. Il pourrait. Puis j'ai des patients qui jouaient au hockey, qui ont décidé d'essayer de faire l'équipe du Québec, mettons, en hockey-luge. Fait que ça, j'ai des patients qui se réorientent, qui veulent vraiment performer. Mais je vous dirais que la majorité du temps, les gens qui ont vécu une année ou deux dans une situation de cancer, de chimiothérapie, ils relativisent beaucoup la nécessité absolue de performer dans leur sport. Intéressant. Vraiment, puis ils réalisent qu'il y a d'autres choses dans la vie, ils réorientent leur intérêt, ils gardent les mêmes amis, mais ils font d'autres choses. Puis souvent, les gens qui avaient pas beaucoup de vie sociale à l'école, souvent s'impliquent dans des comités à l'école, puis ils vont réorienter leur vie. Puis je me souviens pas en 15 ans d'un patient qui était dans les espoirs olympiques, qui a voulu comme recommencer à tout prix. Il y a comme une page où ils sont avant, ils sont après, puis le après n'est pas nécessairement négatif. Le après, c'est juste différent. Fait que le cheminement de chacun des patients est différent, mais chacun de mes patients, après ça, comme moi d'ailleurs, relativise l'importance de la performance sportive. Tu sais, quand tu as passé de proche de mourir puis que tu sais que les statistiques, c'est que tu as 40% des chances de mourir dans les 2 prochaines années, ben il y a vraiment une espèce de switch qui s'allume, dire OK, là j'ai passé à travers quelque chose d'important, c'est-tu vraiment la performance à tout prix avec des œillères que je veux? Puis je te dirais que la majorité des gens, c'est non. Ben, je trouve ça intéressant parce que 100%, mais moi, j'ai une histoire quand à l'école primaire, j'étais en 5e année. Puis là, il y a comme la professeure nous annonce qu'une des collègues de classe a le cancer. Ouais. Puis dans ce temps-là, je savais pas. C'est comme, on comptait pas vraiment le cancer et tout quand on est jeune. Puis justement, elle avait un ostéosarcome. Puis c'était une grande joueuse de ringuette et tout.
Puis là, elle, sa plus grande peur, quand elle a su qu'elle allait se faire finalement l'osteosarcome, une amputation, puis là, sa plus grande peur, c'était plus de faire de sport. Puis là, c'est sûr qu'on aimerait ça l'avoir sur le sideline, là, mais c'est super intéressant parce que là, en ce moment, elle performe vraiment beaucoup dans le hockey luge. C'est comme une des seules filles dans Team Canada de hockey luge. Exact. Fait que, tu sais, juste pour les gens qui écoutent, là, c'est sûr que beaucoup, on a une réorientation, mais si on veut, je pense que, comme vous l'avez dit, là... C'est sûr, il y a toujours une façon, mais ça ouvre vraiment le regard... pour la première fois, des fois, dans les carrières de sportifs, à d'autres intérêts puis d'autres façons de faire leur sport, en fait. Puis même quand il y a des amputations, sincèrement, les enfants sont extrêmement résilients. Fait que, tu sais, souvent, les parents trouvent ça catastrophique, mais je peux vous donner des dizaines de patients qui, finalement, on pouvait pas sauver leur pied parce que leur pied était envahi complètement par le sarcome. Ça arrive rarement, mais dans les milliers de patients que j'ai opérés, tu sais, en 15 ans, il y en a qu'on a amputé. Puis écoute, il y a une dame là que j'ai amputée, elle a fait la course Rose des Vents, tu sais, dans le désert au Maroc. Il y en a d'autres, tu sais, c'est impressionnant. Des fois, t'enlèves le pied d'un patient, puis après ça, ils marchent avec leur prothèse 2 mois plus tard, puis eux autres, ben c'est leur nouvelle vie, puis ça les dérange pas. Puis les parents, en fait, la réaction des parents, souvent, est 10 fois pire que le jeune, parce que le jeune va s'adapter super facilement. Puis souvent, quand on annonce à un jeune très jeune, en bas de 10 ans, qu'on va être obligé d'enlever, puis voici ce qui va arriver, on va être obligé d'enlever ton pied ou ta jambe, etc. C'est sûr qu'ils sont super tristes, là, ils trouvent ça très difficile, mais c'est souvent, ils vont regarder les parents pour voir la réaction des parents. Et ils vont, en fait, essayer de voir est-ce que vraiment ça va être catastrophique en fonction de la réaction des parents. Fait que c'est pour ça que les parents qui ont une bonne dynamique puis qui voient ça de façon, qui essaient de présenter ça de façon positive, que la vie va changer, mais on va s'adapter puis tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie. Souvent, l'enfant, même amputé, va recommencer super rapidement à faire ses activités sportives, beaucoup plus rapidement qu'on prétend. Je donne un exemple. J'ai un patient que j'adore, là, qui est ultra drôle. Que j'ai opéré 2 fois pour un gros cancer de l'humérus, de l'épaule. Puis j'ai enlevé son épaule, j'ai pris une partie de sa jambe, on l'a greffé dans l'épaule, on a fait une reconstruction biologique, ça m'a pris comme 15 heures comme chirurgie, je l'ai faite avec mon collègue plasticien à Sainte-Justine. Son bras, on est obligé d'enlever un de ses nerfs. Fait qu'il y avait un bras qui était quand même assez lourd, puis qui avait beaucoup de ce qu'on appelle le lymphédème. Il y avait eu de la radiothérapie. Fait que c'est une main qui était fonctionnelle, mais un bras qui était moins fonctionnel que l'autre côté. Puis lui, dans la vie, il faisait du karaté, tu sais. Fait qu'il avait été obligé d'arrêter de faire le karaté parce que son bras, il faisait un petit peu mal, c'était lourd, ça l'empêchait de faire ses katas, ça l'empêchait de faire ses compétitions, ça l'empêchait de tout faire. Mais on avait sauvé sa main. Puis finalement, 4 ans plus tard, malheureusement, il a fait une récidive. Puis là, on s'est dit, là, c'est partout, faut vraiment enlever le bras. Fait que finalement, il était prêt dans sa tête, parce que lui, dans sa tête, son bras le ralentissait. Tu sais, c'était vraiment, il était toujours obligé de le protéger, il était pas capable de faire les activités qu'il faisait. Il y avait des petites plaies, il pouvait pas aller se baigner, il pouvait pas faire ses cours de natation. Fait que finalement, on a fait son amputation, on a enlevé son omoplate et son bras. Et 1 semaine après, il me demandait s'il pouvait recommencer à faire ses compétitions de karaté. Puis, il voulait recommencer à nager. Puis, il m'a même demandé, OK, mais si je fais de la compétition puis je reçois un coup sur le thorax parce qu'il n'y a pas de bras. Fait qu'on lui a fait une espèce d'orthèse qui est comme une carapace de tortue, en fait, OK, pour protéger son thorax. Puis, il fait de la compétition de karaté avec ça. Avec son pas de bras, en fait. Mais lui, c'était comme un soulagement. Tu sais, c'était comme, je vais pouvoir commencer à bouger, je vais pouvoir recommencer à faire mes affaires. Puis, c'est un clown incroyable. Fait qu'il est à l'école, il a gardé ses amis, il fait des activités sportives, il a recommencé à vivre, en fait. Fait que des fois, on voit une amputation comme étant la fin de la ligne, mais pour certains enfants qui ont souffert d'un membre, souvent, c'est comme un soulagement. Puis, fait que ça dépend vraiment de notre perception des choses, tu sais. Puis, on a entendu récemment des avancées comme avec la recherche, tout ça, par rapport aux amputations. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, tu sais, des prothèses peut-être qui sont intégrées? Fait qu'en fait, ce qu'on fait maintenant quand on fait des amputations, on a commencé à faire ça avec notre équipe de plastie. Ce qu'on fait, c'est que quand on fait une amputation d'un membre, on va aller, pendant l'amputation, on enlève le membre, mais les nerfs qu'on a coupés, qui contrôlent le bas du corps qu'on enlève, fait que mettons qu'on enlève une jambe, mais on va prendre les nerfs et pendant la chirurgie, on va regarder dans les nerfs quels sont les petites les fascicules nerveux qui contrôlent quel muscle de la jambe qu'on enlève, OK? Et là, on va les réimplanter dans des muscles de la cuisse qui restent. Fait que je vous donne un exemple. Le patient, il perd son membre inférieur.
on l'ampute en haut du genou, mais on va prendre les nerfs et on va faire ce qu'on appelle un mapping. Ça veut dire que dans le nerf sciatique, je vous donne un exemple, on va regarder c'est dans le nerf sciatique, quel fascicule contrôlait en fait son pied. Et là, on va, en fait, réimplanter ça dans les muscles qui restent de la cuisse. Donc, on fait un mapping du nerf sciatique. Et après ça, lorsque l'amputation est bien guérie, ça diminue beaucoup la douleur neurogène. Donc, ça diminue beaucoup la douleur en post-opératoire. Et en plus, on peut faire avec des physiatres ou des orthésistes ce qu'on appelle le mapping. Ça veut dire que telle branche du nerf, on l'a mis à tel endroit dans la cuisse. Et on est capable, par des capteurs musculaires, de mettre, en fait, une prothèse robotique à la place. Donc, le patient, il met sa prothèse robotique. Et dans la prothèse robotique, quand le patient contracte tel muscle, ben c'est comme si c'était le mouvement du pied qu'il faisait avant. Donc, on est capable, en fait, de faire une espèce de cartographie des nerfs qu'on coupe pour qu'il y ait une prothèse robotique qui puisse capter, en fait, la contraction musculaire et redonner un membre. Fait que c'est tout en développement. Fait que maintenant, chez les enfants, on appelle ça du TMR, du Targeted Nerve Implantation. Fait qu'on est capable de diminuer la douleur post-opératoire et de planifier peut-être une prothèse robotique. Puis, fait que c'est vraiment flyé. Mais c'est pas chez... C'est vraiment super intéressant. Mais on fait ça vraiment dans la minorité des cas parce que on essaie à tout prix de sauver le membre. Mm-hmm. Puis les seules raisons pourquoi on va faire une amputation, c'est vraiment quand les vaisseaux sanguins, les nerfs sont complètement envahis. Là, on va être obligé vraiment d'enlever. Puis il n'y a pas moyen de sauver le membre. Fait que, tu sais, c'est la minorité. Mais si on fait ça, bien, on essaie de non seulement faire l'amputation pour sauver la vie du patient, mais en plus de faire un moignon qui est le plus fonctionnel possible pour éventuellement pouvoir avoir une prothèse robotique. Puis moi, c'était plus question par rapport aux douleurs fantômes, là. Est-ce que c'est ça, les douleurs neurogènes? Exactement, c'est les douleurs fantômes. Puis le fait de réimplanter les nerfs coupés dans un muscle, c'est comme si on donnait une tâche à faire au muscle qu'on a coupé. Donc, au lieu d'essayer que le nerf qui a été coupé, il cherche des stimuli puis qu'il envoie de la douleur, un signal de douleur, là, c'est comme si on lui donnait une job à faire. Fait qu'on le met dans un muscle et on dit, toi, t'es coupé, mais tu vas t'occuper de ce muscle-là. Donc, la douleur fantôme diminue vraiment beaucoup. Puis, mais disons qu'un patient, là, je sais pas, là, il écoute le podcast puis il y a une amputation. Ouais. Puis là, lui, il a beaucoup de douleurs fantômes. Est-ce que c'est, mettons... Ça, avec notre équipe de plastie, on est en train de regarder, c'est plus les plasticiens, donc Élie Bogossian puis Dominique Tremblay, mes collègues en plastie qui ont développé, on a écrit un article là-dessus, là, avec Dr Basile, c'est eux qui ont écrit l'article et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. Donc, on fait des neurolyses, fait qu'on peut retourner dans le moignon, essayer de réimplanter les nerfs. Mais ça, c'est vraiment, malheureusement, tu sais, c'est pas dans les cas prioritaires pour le gouvernement en ce moment, puis on a énormément de listes d'attente, fait que c'est pas tout le monde, ça dépend vraiment aussi des comorbidités du patient, est-ce que le patient, il est prêt à s'investir là-dedans, fait qu'il y a tout un potentiel, mais ça, c'est plus, tu sais, mes collègues plasticiens qui font ça. Moi, comme orthopédiste oncologue, je suis pas impliquée dans cette phase-là, tu sais, quand c'est juste les douleurs fantômes. Puis sinon, j'ai entendu parler de l'ostéo-intégration. Oui. Fait que l'ostéo-intégration, malheureusement, l'implant n'est pas payé au Québec en ce moment. C'est ça le problème qu'on a. En fait, c'est comme si sur l'os qu'on a coupé, on met une espèce de prothèse, comme les prothèses dentaires, en fait. Ce sont des vis chez les gens qui perdent leurs dents. On peut mettre une vis qui s'intègre dans la mâchoire. Bien, c'est un peu la même chose. C'est comme si au bout du moignon, on avait une espèce de clip. Et ce qui arrive, c'est que cette clip-là est connectée avec une tige métallique qu'on met dans le fémur ou dans le tibia. Et ce qui fait en sorte que le patient le matin peut clipper sa prothèse et quand il met du poids dessus, bien, c'est du poids directement sur son os. Donc, la proprioception, au lieu d'avoir un moignon musculaire qui recouvre le moignon, puis une prothèse qui pistonne un petit peu dans une prothèse, bien, le contact se fait directement au niveau de l'os, puis c'est des gens qui ont une meilleure fonction après. Mais il y a énormément de problèmes avec ça. Fait que c'est pas la solution miracle, c'est pas la licorne de l'amputation. C'est vraiment pas un miracle parce que c'est quand même une tige métallique qui sort à la peau. À 3 mois, 100% des gens ont une infection, que ce soit mineure ou majeure. Fait que ça prend des gens qui sont ultra disciplinés pour nettoyer la tige. Ça prend une peau qui est de bonne qualité. Ça prend quelqu'un qui réagit pas de façon allergique au métal. Ça prend un gens qui a pas de diabète, pas obèse, qui fume pas, qui s'investit beaucoup. Puis le problème, c'est que l'implant est pas payé, donc on peut pas faire ces chirurgies-là dans les hôpitaux, sauf qu'on a un projet
pilote associé avec McGill où est-ce qu'ils peuvent faire certains implants, mais c'est des conditions très particulières. Fait que c'est un projet pilote par le gouvernement pour voir justement l'amélioration de la qualité de vie des gens amputés. Et si ça fonctionne, probablement que l'implant dans les prochaines années va être payé puis on va pouvoir le faire dans le système hospitalier. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Mais ça, mettons, dans un contexte sportif, ce serait pas... Tu sais, mettons, je me dis que si t'as un bout de métal qui dépasse la jambe... Ben exactement. Fait que ça dépend quel genre de sport tu fais. Ça dépend aussi... tu sais, si c'est de la course ou quoi que ce soit, il faut penser que, oui, les prothèses, ce qu'on appelle les clip-on, l'ostéo-intégration va fonctionner, mais c'est pas tout le monde. Fait que, tu sais, c'est encore du cas pour cas. Fait que c'est beaucoup de... la clinique Mayo en fait énormément. En Australie aussi, ils en font énormément pour certains athlètes ou des patients. Puis on le sait qu'il y a une meilleure fonction, mais il faut sélectionner vraiment bien nos patients. Puis il faut vraiment qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Parce que s'il y a une infection profonde de l'os, ça pourrait dire une infection, multiples antibiotiques intraveineux, puis une amputation plus courte. Exactement. Fait que c'est pas... tu sais, pour l'instant, c'est pas la solution miracle, mais effectivement, ça améliore la fonction. Mais pour l'instant, au Québec, on n'a pas accès à l'implant. C'est vraiment super intéressant. On a comme deux belles avancées pour les patients qui ont des amputations. Mais encore là, c'est la minorité du temps. Minorité. Mais est-ce que tu peux imaginer un moment où nos prothèses vont être tellement performantes qu'on n'essaiera plus de sauver le monde? On va Je pense pas. Je pense pas parce que, tu sais, il faut que tu penses que toute la proprioception, la sensibilité d'un pied, mettons, pour un coureur, ça va être difficile à remplacer. On va être capable de remplacer la mécanique. Je pense qu'avec les exosquelettes qui s'en viennent, puis toute la robotique qui s'en vient, on va être capable d'avoir des prothèses beaucoup plus fonctionnelles. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ces prothèses-là coûtent une fortune, pas nécessairement payées par le gouvernement. Donc, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars. Et, tu sais, ça remplace pas quand même la sensibilité de la peau d'un pied ou une proprioception, tu sais. Fait que je pense que c'est pas demain la veille qu'on va avoir la technologie pour remplacer, mais quand même, il y a des super belles avancées. Mais c'est super intéressant. Là. Je pense qu'on peut retourner sur les types de sarcomes chez les enfants. Ben là, je veux pas donner un cours sur les sarcomes non plus. Mais je veux juste dire aux jeunes que si jamais, tu sais, il vous arrive une bad luck puis que vous avez un sarcome, tu sais, on va tout faire pour vous rendre le plus fonctionnel possible, mais de vraiment, tu sais, ça va ouvrir vraiment les yeux sur d'autres possibilités, là, tu sais, que c'est pas la fin d'une carrière sportive, c'est juste une carrière différente. Okay. Mais aussi, mettons, par rapport plus aux enfants, là, des fois, on pense que c'est plus héréditaire ou familial. Est-ce que quand un enfant a un sarcome, on peut dire « mon oncle a un sarcome » ou... En fait, c'est super rare. C'est moins de 1% des sarcomes qui sont génétiques, vraiment. Fait que c'est ultra rare. Il y a des syndromes très particuliers qui s'appellent le syndrome de Li-Fraumeni. Fait que le syndrome de Li-Fraumeni, c'est quoi? C'est que dans le gène de tes parents, donc dans les gènes, dans notre corps, on a des gènes qui sont spécifiques pour, si, mettons, tu as une cellule qui commence à être cancéreuse, bien, ce gène-là va faire en sorte de créer la mort de cette cellule-là. On appelle ça l'apoptose. Les cellules, le gène s'appelle le gène P53 et ce gène-là, ça s'appelle un gène suppresseur de tumeur. Fait qu'à chaque fois que tu as une erreur de fabrication, parce qu'on produit des millions et des millions de cellules à tous les jours, bien, à chaque fois qu'une de ces cellules-là a l'air, il y a quelque chose qui pourrait arriver, puis ça pourrait se transformer en cancer, bien, ton système immunitaire déclenche ce gène-là et ce gène-là va provoquer l'apoptose de ta cellule. Fait que sa cellule va se suicider elle-même pour pas que ça développe ton cancer. Mais il y a une génétique qui s'appelle une mutation P53 ou un syndrome de Li-Fraumeni où ce gène-là n'existe pas. Fait que ça veut dire que toutes les erreurs génétiques qu'on fait dans ton corps peuvent potentiellement se transformer en cancer. Mais ça, c'est héréditaire. Fait que c'est pas tout le monde, mais souvent les enfants de parents qui ont un Li-Fraumeni vont développer leur premier cancer en jeune âge. Tu sais, des fois, même à la naissance, peuvent avoir des sarcomes au niveau du globe oculaire, peuvent avoir des ostéosarcomes. Donc, les cas de Li-Fraumeni sévères, souvent, ils vont avoir 1, 2, 3, 4 sarcomes par l'adolescence. Mais ça, d'habitude, les familles le savent. Puis... Mais encore là, tu sais, j'ai un patient que j'ai traité pour un sarcome, en fait, dans la soixantaine. Puis 2 ans après, il a développé un autre sarcome, puis il a développé un cancer pulmonaire. Fait que là, j'étais là, il y a un problème. Fait que je l'ai envoyé en génétique, puis on a trouvé que c'était un P53. Et lui,
plus jeune, avait perdu sa fille de moins de 5 ans d'un sarcome. Mais on savait pas que c'était probablement un liphromynie. Puis lui-même a développé son premier sarcome à 60 ans. Fait que personne suspectait un liphromynie, tu sais. Fait que c'est le seul cas où j'ai vu. Fait qu'on a su que la petite qui était morte de rhabdomyosarcome, ben elle avait probablement la génétique de son père, mais elle l'a développé plus tôt, son père très tardivement. Fait qu'il a été chanceux dans sa malchance, mais on l'a su plus tard. Là. Quand vous dites c'est quoi c'est l'infomynie? Le liphromynie. Liphromynie, ouais. Désolée. Est-ce que c'est juste, quand vous dites cancer, c'est juste des sarcomes ou c'est vraiment n'importe quel Non, ça peut être n'importe quel type de cancer aussi. Puis il y a d'autres syndromes qui s'appellent la neurofibromatose qui donnent en fait plein de symptômes autres, des neurofibromes qui sont des tumeurs cutanées aussi. Puis la neurofibromatose aussi peut se transformer en sarcome. Mais c'est la minorité des sarcomes qui sont génétiques, là, c'est 1%. La majorité, c'est juste la bad luck. La question la plus importante. Ouais. C'est une bad luck. C'est une bad luck. Fait que nous, en clinique, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui font plein de sport. Exact. Donc, souvent, c'est beaucoup des blessures de surusage, des douleurs de croissance. Oui. C'est quoi les signes qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui est inquiétant? Oui, parce que là, je veux pas que toutes les mères deviennent hypocondriaques. Fait que je vais vous raconter juste une histoire, là. En parlant d'hypocondrie, fait que je comprends les mères parce que moi, quand mes enfants étaient très jeunes, mes enfants, ils ont 14 puis 16 ans maintenant, mais quand mes enfants étaient très petits, je voyais tellement des cancers partout que, tu sais, à chaque fois qu'il y avait mal au genou, c'est sûr qu'il y avait un ostéosarcome. À chaque fois qu'il saignait du nez, c'est sûr qu'il y avait une leucémie. Tu sais, je suis complètement hypocondriaque, là. Fait que je trouve ça très drôle maintenant, là, mais en fait, les douleurs, c'est normal d'avoir des douleurs de croissance. Fait que des douleurs, en fait, bilatérales, donc des 2 jambes la nuit, avec des crampes, tout ça, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est quand les douleurs arrivent surtout la nuit, d'un côté particulièrement, ou quand il y a des symptômes inflammatoires, c'est-à-dire rougeur, chaleur, douleur la nuit vraiment à répétition de un côté, de plusieurs semaines, qu'il n'y a aucune histoire de trauma, ou un trauma bien bénin, je me suis fait donner un coup, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien, et que le patient se présente avec des bleus à répétition ou une masse au niveau d'un mollet ou au niveau d'une jambe ou ailleurs, puis souvent la douleur qui le réveille la nuit, puis qui se plaint toujours du même côté, en fait. Ça, c'est comme un signe, là, tu sais, juste avoir des douleurs bilatérales de croissance, c'est normal, mais quand c'est juste un membre, que ça perdure vraiment, que ça réveille le patient à tous les nuits d'un côté, bien là, il faut consulter à ce moment-là, au moins avoir une radiographie. Puis la majorité des sarcomes, déjà avec une radiographie, chez les enfants, on est capable de au moins détecter qu'il y a quelque chose d'anormal sur la radiographie. Puis, vous parlez de douleur. Est-ce que la douleur, c'est nécessaire? Genre, est-ce que la patiente doit avoir de la douleur? Les sarcomes osseux, ça fait mal. C'est vraiment comme le symptôme principal qui va arriver parce qu'il y a plein les cellules cancéreuses dans l'os vont sécréter des facteurs inflammatoires. Et les facteurs inflammatoires, c'est des médiateurs de la douleur aussi. Fait que les patients vont avoir mal. Puis le corps va essayer de réagir. Tu sais, le corps des enfants, le système immunitaire est très, très bon. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont essayer de produire de l'os en plus pour essayer de contenir la tumeur. Fait que ce qui va faire mal, c'est pas juste le sarcome, mais c'est la réaction du corps au sarcome qui essaie de se défendre, tu sais. Les sarcomes des tissus mous, donc tout ce qui est musculaire et autres, ça peut être complètement asymptomatique. Donc, vous avez une masse qui grossit, peut être assez rapide, mais habituellement qui est indolore. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est plus la présentation chez les adultes, mais chez les jeunes, habituellement, les gens vont consulter parce qu'ils se plaignent de douleur. D'ailleurs, Marilyn t'envoie apparaître souvent à la clinique externe d'ortho qui consulte pour d'autres affaires, puis finalement, la radiographie, il y a quelque chose d'inquiétant. Puis à ce moment-là, ils m'appellent, puis on les prend en charge. Oui. Ouais. Souvent des trouvailles un peu fortuites. Exact. Mm-hmm. Puis quand vous dites, mettons, chez les jeunes, est-ce que, mettons, les jeunes adultes, le 17-18, est-ce qu'on parle encore d'ostéosarcome ou là, ça peut être encore des tissus? C'est comme dans la zone grise, là. Les ostéosarcomes, habituellement, c'est en bas de 18 ans. T'sais, l'âge moyen, c'est 13 à 14. Mais j'en ai vu jusqu'à dans la trentaine. Il y a d'autres sous-types d'ostéosarcomes qui s'appellent l'ostéosarcome chondroblastique, qui est un sarcome qui arrive au niveau osseux, aux mêmes endroits que les enfants, mais qui arrive un petit peu plus tardivement, dans la vingtaine, la trentaine. Fait que ça reste un peu la même chose. D'ailleurs, Étienne, qui est dans mon documentaire, si vous regardez sur Internet, de Terry Fox à aujourd'hui, bien, Étienne, il était dans ces eaux-là, le 18, 19, 20, 21 ans. Puis, même chose, c'est un ostéosarcome classique. Donc, on en voit des patients dans la vingtaine avoir des ostéosarcomes classiques, malgré que l'âge moyen, c'est vraiment des plus petits. Est-ce que tu peux nous, tu sais, comme... C'est un sujet... On n'est pas habitué de parler de ce genre de sujet-là. Non, effectivement. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre un peu de positif puis oui. tu nous parles d'un cas miracle ou quelque chose qui t'a marqué?
En fait, écoute, comme miracle, il y en a vraiment pas mal. Ben, tu sais, je trouve que, tu sais, Samira, ma patiente qui, maintenant, fait des levées de fonds pour le camp. Tu sais, si ça n'avait pas été de ça, c'est incroyable. Tu sais, on y a remplacé l'humérus au complet, puis elle fait vraiment tout maintenant en patinage artistique, puis elle est en train d'organiser des levées de fonds pour nous. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. L'autre chose, c'est qu'on est en train de développer des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on essaie de partir un laboratoire où les sarcomes qui deviennent métastatiques, donc on le sait qu'ils vont décéder de leur maladie dans les années à venir, on essaie de voir dans la génétique de ces sarcomes-là, est-ce qu'on pourrait développer des nouvelles chimiothérapies ou des nouveaux traitements pour cibler ces cellules-là. Malheureusement, il y avait pas beaucoup de recherches. On est en train d'essayer d'en faire, justement. Puis récemment, ben, on a eu des fonds pour commencer ça. Fait qu'on est super contents. Fait qu'on va essayer là, de faire ça le plus efficacement possible parce que, justement, il y a encore de mes jeunes patients qui décèdent, puis on en a perdu encore en 2021-2022. Mais il y a de la recherche qui est en train de se faire là, un peu partout sur la planète. La recherche, c'est pour... j'imagine que l'objectif final, c'est d'augmenter la survie. Exact. Mais est-ce qu'on prend aussi un peu en compte comme la fonction après oui. Fait qu'il y a plein de données actuellement là, pour essayer d'améliorer non seulement la survie des patients, mais la qualité de vie des patients. Puis c'est super important dans toutes les décisions qu'on fait, c'est tout en fonction d'améliorer la fonction du patient aussi. Fait qu'il y a plein de projets de recherche qu'on essaie de faire pour que les patients restent le plus actifs possible. Puis chacune des décisions qu'on prend, en fait, c'est en fonction non seulement de l'objectif oncologique, c'est-à-dire essayer de le guérir, mais souvent, le fine-tuning, la chirurgie, des fois, il y a des détails qu'on va faire, dépendamment de quel sport il veut recommencer à faire ou comment intégrer ça dans son quotidien. Fait que ça fait vraiment partie d'un tout. C'est pour ça que le traitement de chacun des patients qu'on traite est vraiment personnalisé, tu sais, que ce soit la chirurgie ou le endpoint, des fois, peut être différent, là. Puis, toi, vous avez mentionné là, rester le plus actif possible. Est-ce que vous voyez une différence de pronostic quand un patient se présente devant vous, puis c'est un athlète ou quand il y a le patient? Ça, c'est la question qui tue, Marilyn. Ce qu'on voit, en fait, malheureusement, c'est que l'activité ne va pas changer la survie du patient. Par contre, les patients qui restent le plus actifs ont vraiment une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que, tu sais, ils restent actifs, ils ont leur réseau social, tu sais, ils recommencent vraiment à fonctionner dans la société puis à cheminer le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis les gens qui ont réacheminé leur carrière puis continuent à faire des activités physiques vont mieux mentalement que ceux qui s'isolent. Fait qu'on essaie de les encourager à continuer à faire leur activité, quitte à faire des prothèses. On a une équipe d'orthésistes incroyable à Sainte-Justine là, qui font des choses, justement, out of the box, là, tu sais, pour vraiment personnaliser, pour les garder actifs le plus possible. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas comme d'autres types de cancers où l'activité physique, arrêter le tabagisme, tout ça, c'est chez l'adulte, va améliorer la survie du patient. Malheureusement, la survie est vraiment reliée à la biologie du sarcome, mais la qualité de vie est vraiment reliée aussi aux activités que le patient garde après, là. Donc, c'est quand même important de continuer. C'est essentiel! Puis est-ce que les patients... Mettons, j'ai écouté Terry Fox à Rigerdi, là, puis mettons, vous parlez beaucoup d'une équipe, les patients sont... Fait que dans le fond, à la suite d'un ostéosarcome ou d'un sarcome en général, les patients vont-tu être vraiment encadrés pour... Ah oui. Mais en fait, à Sainte-Justine, on a une équipe incroyable là, de physio, d'ergothérapeutes. Fait que dans l'équipe, en fait, il y a à peu près 5 sous-spécialités. Il y a les radio-oncologues qui vont donner de la radiothérapie pour les sarcomes des tissus mous. Il y a les oncologues médicales qui vont donner de la chimio parce que ça se traite par chimiothérapie puis après ça, chirurgie. Il y a nous comme chirurgiens. Il y a les ergothérapeutes, il y a les physiothérapeutes, il y a les infirmières pivots. Fait qu'on est vraiment une grosse équipe. Puis après, ben, le but, c'est de terminer le traitement actif. Puis après ça, c'est de justement ramener le patient à un maximum d'autonomie puis de retour aux activités. Puis ça, ben, on les suit aux 3 mois, pendant 2 ans, aux 6 mois jusqu'à 5 ans, puis aux années après. Donc, on a tout le temps après vraiment d'essayer d'optimiser la fonction du patient avec l'équipe, là. Fait que c'est essentiel. Puis c'est pour ça que c'est super intéressant aussi pour les gens en physio de venir travailler avec nous. Malheureusement, ben, à Maisonneuve, on a une physio extraordinaire que j'adore, qui s'appelle Stéphanie Fradette. Allô, Stéphanie, je t'aime. Puis on a toute une équipe à Sainte-Justine qui sont 4-5 à Sainte-Justine et ils comprennent vraiment ce qu'on a fait. Parce que si vous allez voir un physiothérapeute ailleurs qui n'est pas habitué aux chirurgies oncologiques, puis tu dis, OK, ben j'ai enlevé le quadriceps, j'ai transféré le sartorius sur la blablabla, puis que tu fais toute une reconstruction musculaire, ben tu sais...
des fois, il va pas savoir comment optimiser. Fait que les physios avec qui on travaille, on leur décrit vraiment qu'est-ce qu'on a enlevé comme muscle, qu'est-ce qu'on a fait comme reconstruction. Puis là, on dit, OK, travaillez ça, travaille les fléchisseurs accessoires, travaille ci, ça. Puis ils vont vraiment travailler en collaboration avec nous autres, avec la nouvelle anatomie pour essayer de faire en sorte que le muscle qu'on a enlevé, je vous donne un exemple, mettons que j'enlève une grosse partie du quadriceps ou que j'enlève le rectus, qui est quand même un fléchisseur faible de la hanche, bien là, je vais dire, ou le contraire, j'enlève le psoas, qui est le fléchisseur faible, le fléchisseur le plus important de la hanche. Quand je fais des prothèses massives, je suis obligée de l'enlever puis de le détacher, le psoas. Fait que théoriquement, un enfant aurait une faiblesse à la flexion. Mais là, ce que je vais dire à mon physio, c'est OK, travaille les fléchisseurs accessoires. Fait que là, ils vont travailler le rectus, qui agit aussi comme fléchisseur de hanche accessoire. Il va travailler le tenseur. Fait qu'ils vont travailler tous les muscles accessoires pour remplacer le muscle que j'ai enlevé, en fait, pour s'assurer que la fonction est équivalente. Fait que ça, c'est tout un travail collaboratif qu'on a avec nos physiothérapeutes. Puis encore là, nos physios vont jamais utiliser un protocole. Ils vont vraiment y aller adapter à la chirurgie qu'on a fait pour essayer de dire, OK, quelle partie de l'anatomie on a enlevé, puis quoi faire pour l'améliorer. Okay. Puis le challenge ultime, c'est quand on fait des rotations de Van Ness. Fait que les rotations de Van Ness, c'est compliqué à comprendre, mais on enlève le genou, puis on remplace le pied, on met le pied à la place du genou, puis on le tourne à 180 degrés pour justement améliorer la fonction. Fait que vous irez voir ça. C'est comme une des chirurgies les plus difficiles qu'on fait, mais en même temps, ça rend le patient super fonctionnel. Mais ça prend une communication puis un canal de communication ouvert avec les physio-ergo pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on a fait comme reconstruction musculaire, tu sais. Fait que ça devient vraiment un travail d'équipe incroyable. C'est quand même intéressant là, de savoir que les patients vont quand même vraiment être encadrés pour rester actifs. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, non seulement on les suit pour améliorer leur fonction, mais on les suit aussi au niveau oncologique très longtemps. Fait que, tu sais, l'équipe, on finit par faire partie de la famille, puis, tu sais, connaître le nom des frères et sœurs, ma tante, mon oncle, le chien, puis le poisson rouge, là, tu sais. Fait que on les suit très, très, très longtemps. C'est vraiment intéressant. Je pense que toute l'équipe d'Onco au Québec, vous êtes quand même une petite famille aussi. Oui, on est juste 7 au Québec à faire ça. C'est ça, fait que vous êtes super bien organisé d'un point de vue clinique. Puis là, c'est intéressant de voir le futur avec tout le financement que vous avez eu récemment pour en plus voir encore plus loin avec la recherche qui va devenir plus fonctionnelle grâce à l'argent que vous avez ramassé. Ça serait super de fun aussi d'avoir des projets. C'est juste que là, on n'a pas le temps. On est en train de monter ça, mais tu sais, d'avoir des projets aussi reliés avec l'ETS aussi dans la robotique pour voir comment on pourrait améliorer, tu sais, justement la fonction des patients. Que ce soit même, pas nécessairement pour les amputés, mais tu sais, les exosquelettes, pour les gens qu'on enlève, tu sais, des nerfs ou qu'ils ont une moins bonne fonction, c'est quelque chose qui, dans les 20-30 prochaines années, je pense, va vraiment, vraiment se développer. OK. Vraiment intéressant. Dr. Mottard, avez-vous quelque chose d'autre que vous aimeriez nous dire avant la fin? Peut-être pour les jeunes qui font du sport de continuer à en faire, ça c'est sûr, mais que si jamais votre parcours d'athlète prend une tournure que vous vous attendiez pas, ben d'essayer de rester positif puis de regarder, OK, ben ça change un peu ma trajectoire, mais comment tourner ça en positif? Puis comme je vous dis, moi, si ça n'avait pas été de mes blessures, je serais pas ici aujourd'hui. Ah, vraiment intéressant. Je serais probablement à Houston, au Texas, avec des chapeaux de cowboy puis des bottes à quelque part dans un ranch à faire de l'orthopédie générale ou même pas être médecin, en fait, tu sais. Ouais. Ben, un grand merci, Sophie, d'être venue nous voir aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. N'importe quand.